Frankrijk. Bonjour. De basis van onze Europese beschaving. Ik woon hier al 12 jaar met heel veel plezier. Maar sinds de recente gebeurtenissen vraag ik me wel af in wat voor land ik leef. Hoe denken de Fransen eigenlijk over zichzelf? En staat Frankrijk echt op instorten? Je connais tous les rochers par leur nom là. Ouais. Et ici, l'endroit où je vivais sur les rochers quand j'étais gamin, quand j'allais à la pêche, c'est là. Ouais. Faut pas avoir peur pour conduire ici. Non. Non, mais vous êtes en sécurité. Je vous fais entièrement. Oui, j'ai fait ce chemin des milliers de fois. C'est mon enfance. Et j'ai attrapé de gros poissons ici. Poissons gros comme ça. Ça, c'est des belles souvenirs. Ouais, des bons souvenirs. Des bons souvenirs, Ouais. vraiment. Ouais. Les paysages comme ça force le respect, l'admiration. Et on a envie d'être comme ça, des rocs indestructibles. Et c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu forgé dans ma vie. J'ai toujours cet endroit en mémoire et ces paysages granitiques magnifiques qui seront là jusqu'à la nuit des temps. Voilà, et le Breton, il est comme ça, il aime bien cette vision granitique de la vie. C'est pas très flexible, hein, le granit. Ça, c'est la partie solide du Breton. En même temps, l'âme du Breton est très fragile. Monsieur? Oh. Bonjour. Je suis perdu là. Ah. Je cherche les 3 pierres. Les 3 pierres. Ouais. C'est ici, en bas. C'est pas loin? Non. Parce que moi je cherche. Un instant. Le vent aujourd'hui. Voilà. Ouais, on est là. Les 3 pierres sont là. D'accord. Pourquoi c'est pas indiqué? C'est un grand patrimoine breton quand même. Ah, je pense qu'on les verra d'ici. D'accord. Et vous êtes d'ici? Oui. Vous êtes breton donc? Ah oui, je suis breton. À 100%. 100%. Als kind was ik al gefascineerd door de stripfiguur Asterix. De kleine Galliër die bijna in zijn uppie de Romeinen buiten zijn dorp wist te houden. Pas onlangs kwam ik erachter dat Asterix-dorpje echt bestaat. In Bretagne, aan de Côte d'Armor, ofwel Armorique. Oh là là, vous allez vite là. Alors ils sont où les pierres? Ben, je m'excuse, mais je vous ai emmené là voir, mais je m'aperçois que la mer est haute. Donc les pierres sont cachées avec l'eau. Et il faut venir en mer basse, et là vous les voyez, ils sont là. Sous l'eau? Oui, là en ce moment ils sont sous l'eau. Ah, je suis désolé. On a fait ce voyage et ils sont sous l'eau. Ah oui, ben, il faut attendre 6 heures maintenant. Voilà la bouée des 3 pierres là. Mais normalement les 3 pierres sont enfiladiennes. Ouais. Ils sont pas comme ça. Moi j'étais très étonné parce que pour moi, Astérix était un breton. Ouais, et Armorique. Ouais. Mais le livre se parle le gaulois. Ouais, ben, je sais pas. Vous n'êtes pas gaulois vous? Ah non, 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 pas du tout. Mais Regardez monsieur, la je suis bouée. super déçu parce que là on est en quête de l'âme bretonne. C'est pour ça que vous l'avez Elle pas est sous l'eau. C'est pour ça que vous ne l'avez pas trouvée, parce qu'elle est sous l'eau. Un peu comme la Bretagne. Ah, Non, elle n'est pas sous l'eau, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bah, vous voyez, c'est le genre de réflexion que les Parisiens aiment bien nous dire. En Bretagne, il pleut toujours. Mais nous, on a fait un t-shirt il y a quelques années de ça. Oui. On avait mis un t-shirt la pluie ne tombe que sur les cons. Ce qu'on avait mis en Bretagne. Il faut lire les Parisiens. Bah, un petit peu. Ouais, ouais.
Au revoir, Étienne. Kenavo. Merci beaucoup. Hein. Kenavo. Bravo. Bonne À route. bientôt. Soyez prudents. Hein. Tja, onder water die stenen, maar ze zijn er wel. En voor die Bretonnen is het heel belangrijk. Want net als Asterix zijn zij ook dappere verzetstrijders tegen de overheersing. Niet meer van de Romeinen, maar wel tegen Parijs, de centralisatie. En die arrogante lui van de ondeelbare Franse Republiek die vaak geen donder begrijpt wat mensen hier in de regio eigenlijk willen en belangrijk vinden. Net zoals Asterix sluiten militante Bretons ook vandaag de dag allianties met andere onderdrukte volken. Zoals bijvoorbeeld de Basken, in hun strijd tegen de regenten in Parijs. Gebroedelijk trekken ze door de straten van Rennes. Je peux vous poser une question? Ouais. Pourquoi vous avez cette gigantesque drapeau bretonne? Pourquoi vous avez le drapeau breton là? Pourquoi? Parce qu'on est solidaire des Basques, tout simplement. On a la même lutte au niveau de la langue et de l'indépendance de nos pensées, de nos regards, quoi. Il y a des Basques, il y a des Occitans. La France est formée par une multitude, n'est-ce pas? Et il faut garder cette diversité. Je ne sais pas, pourquoi avoir ce pays centralisateur jacobin qui est toujours à Paris, qui décide de tout, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit dire, de ce qu'on doit penser. Voilà, c'est tout, point barre. Après, chacun a son identité, chacun revendique ce qu'il veut. Tant qu'on est dans la non-violence, on n'a rien à nous reprocher. On est là simplement, on revendique simplement le droit d'être breton. C'est tout. On n'ira pas faire péter les immeubles, ni descendre des gens à la Kalachnikov dans un concert de rock, parce que c'est pas du tout notre truc. Hein. On est à 100 000 lieues de là. Ouais. D'accord? Ouais. On est simplement un peuple, une culture, et on demande à ce qu'on nous la respecte. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre drapeau? Le drapeau, du coup, alors, résistance, résistance, Basso Calour. Ouais. Vous voyez? Résistance. Résistance, voilà, le parti, la gauche indépendantiste bretonne. Indépendantiste. Indépendantiste, oui. Est-ce un mouvement nationaliste, je peux le dire? Oui, mais dans le bon sens du terme. Quel est Voilà. le sens de ce terme alors? Parce que le nationalisme, après, d'extrême droite, voilà. Et nous, sommes les nationalistes d'extrême gauche. Votre organisation n'est pas une organisation armée. Non, ce n'est pas une organisation armée. Vous serez prête à prendre les armes aussi pour... C'est compliqué comme question. Oui, c'est assez compliqué, ouais. Niet alle Bretons zijn zo militant. Maar de Bretonse onverzettelijkheid is als een veenbrand, die steeds oplaait zodra Parijs beslissingen wil doordrukken. Een paar jaar geleden zette de centrale regering onaangekondigd overal in Bretagne tolpoorten neer voor vrachtverkeer. Maar Parijs had buiten de massale opstand van de zogenaamde rode mutsen gerekend. Donc le peuple portique était là, on voit bien. Ça c'est la photo, on voit bien que les deux feux étaient allumés ici. Donc la vidéo est là. Voilà. Je vous laisse appuyer, allez-y. Ouais. Donc c'était très facile de faire tomber un portique. Oh. Wow! Les gens étaient contents hein, de toute façon. Hein. Alors vous avez le Guanadu de l'autre côté, voilà. Oui, je vois. Vous êtes dans le transport des produits ou non? Alors moi je travaille dans une entreprise de l'agroalimentaire. Oui. Hein, donc je travaille dans un abattoir de volailles. Oui. Et rien que le produit, le poulet qui est élevé ici, allait être taxé 7 fois. J'ai toujours, hein, c'est celui de l'époque. D'ailleurs, il y a encore du noir, de la fumée. Et c'est un symbole. C'est un symbole de dire, voilà, nous, on ne veut plus se laisser faire par un gouvernement qui nous impose les choses alors qu'il ne nous a pas consultés. Le bonnet, il est rouge parce que c'est un symbole de la Révolution de 1790. C'était une taxe qui avait été imposée par
par le roi ici en Bretagne. Mais avant tout, pour moi, c'est pas encore le bonnet, c'est le symbole qui représente. C'est de dire, on n'est plus des moutons, on veut bien participer dans une société, mais on ne veut pas qu'on nous impose des choses qui vont nous être nuisibles. La Bretagne en guerre. Oui, parce que quand vous faites des négociations, vous expliquez les choses, vous faites de la diplomatie. Et quand la diplomatie ne fonctionne pas, on est en guerre. Je ne suis pas violente, je m'exprime, je ne crie pas, même dans les manifestations, je n'hurle pas. Et j'ai dit à un préfet que je lui causais, puisqu'on était en réunion de travail, mais que j'étais capable, dans les 5 minutes qui suivaient, d'avoir une réaction où j'aurais pu lui mettre mon poing sur la figure. Et je m'en sentais capable, à ce moment-là, oui. On ne réagit plus du tout de la même façon quand on est dans une situation de survie. Et donc ça fait maintenant combien d'années? C'était en 2013. Ouais. Donc ça va faire 3 ans bientôt. Et c'est toujours pareil? Non. Non. Parce qu'ils veulent réinstaller peut-être un jour? J'espère que non. S'ils veulent voir ressortir les bonnets, je pense que c'est la première chose à faire. Vous allez voir, généralement ce sont les camions qui... Mais il y avait la sympathie des Bretons. Voilà, on va le mettre. Mensen standvastig als graniet. Zo zien de Bretons zichzelf graag. Dit is dan ook het land van de menhirs. Hier in Karnak staan duizenden megalieten in dikke rijen over het landschap uitgestrooid als heel zware confetti. Niemand weet waarom ze daar zijn neergezet in de prehistorie. Maar de Keltische druïden, die duizenden jaren later tussen deze stenen rondzwierven, dichten ze magische krachten toe. Et vous avez une herpe d'or? Je n'ai pas de serpe d'or. Non. C'est de la mythe, ça. Non, c'est écrit, effectivement. Non. Il y a un texte très précis qui explique le rituel où les druides recueillent en tout cas le gui avec une serpe d'or. Non, c'est un texte qui a été écrit, témoignage. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vois pas l'intérêt d'aller couper du gui avec une serpe d'or. C'est pas ça qui m'importe. Je pense qu'un peuple et l'histoire d'un peuple dépend forcément de ce qui l'entoure, donc le climat, les pierres, le sol, etc. Mais je pense aussi que les Bretons ont beaucoup subi. En fait, avant l'occupation romaine, les Celtes occupaient l'Europe entière quasiment. Et quelques 200 ans après, les Celtes n'occupent plus que quelques extrémités. Bon, et on se défend et on se bat comme on peut. Mais il y a, si vous voulez, dans la tradition celtique, il y a un grand individualisme, il y a une grande indépendance. Et il y a aussi une grande acceptation, finalement, de ce qu'il y a autour. Ce qu'on sait, c'est que toutes les cérémonies qui sont faites sur ces lieux-là le sont parce que c'est un rapport particulier avec l'énergie. J'ai l'impression de me remettre en phase avec moi-même tout en recevant de l'énergie et en échangeant mon énergie. Est-ce que moi je peux le sentir aussi? Tout le monde peut le sentir. Tout le monde peut le sentir. Mais il faut rester un certain temps. C'est-à-dire que là, on reste 2 secondes. Bon, ça c'est peut-être pas suffisant, mais vous aurez peut-être une meilleure idée demain de la réponse à votre propre question. Vous direz demain matin, mais c'est bizarre, je suis quand même extrêmement en forme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, on est un peu en contact avec ceux qui étaient avant, oui. Il y a 5000 ans, ensuite les Celtes. Oui. Est-ce que ça vous émeut? Moi, toucher une pierre, ça m'émeut toujours. Je peux rester des heures comme ça, en contact avec la pierre. Je ne sais pas, j'aurais 1000 choses à lui demander, en fait, à cette pierre. Mais elle ne répond pas. Ça, c'est pas dit, mais il faut peut-être passer un peu de temps, quand même. C'est vous êtes drôle, parce que vous arrivez de Hollande, clac, clac, clac. Oh, elles sont belles, les pierres. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et non, il faut passer un peu de temps. D'accord. Mais nous, le principe de la sagesse du druide, c'est quand même la lenteur. Granieten traagheid. Ik moet denken aan wat mijn Bretonse collega Nelly mij vertelde over de boerderij waar ze geboren is. Gelegen op de Cap Sizun in West-Bretagne. Het totale isolement van de plek. Nelly wist niet hoe snel ze er weg moest komen als jong meisje. Maar de afgelopen zomer is ze teruggekeerd naar Bretagne.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. On n'est pas loin donc. Ah, c'est chouette. Désolé du retard. Ça fait longtemps. Ça va? Je peux venir avec toi à pied? Oui, bien sûr. C'est la mer qui te rend heureuse ici? C'est une vie plus calme, plus près des origines, de la famille. C'est la famille seulement ou plus? Oh non, ça va au-delà de la famille, les racines bretonnes, la langue, la culture, l'environnement. Ah, mon frère qui est là. Ah, bah, on va lui serrer la main quand même. Ah, il travaille là? Oui. Bonjour. Bonjour. Marcel. Bonjour. Bonjour, Wilfred. Albert, mon frère. Bonjour Albert, excusez-moi de vous déranger. Vous allez bien? Oui, ma foi, ça va, ouais. Tu es né ici ou à l'hôpital? À l'hôpital. Ma mère est née ici, dans cette maison. C'est ça? Oui. Avec les moulets bleus? Voilà. Begin jaren 60 arriveerde in dit gehuchtje, in de uiterste westhoek van het land, een Franse antropoloog met onder zijn arm een filmcamera. Hij zou de lokale bevolking 5 jaar bestuderen. Nelly's vader was één van zijn onderzoeksobjecten. Est-ce qu'on peut donc parler là seulement français quand on parle avec vous? Est-ce possible? Ah oui, pourquoi Ouais. pas? Pourquoi pas? Why not? Vous préférez autre chose? Non. Non, en breton, c'est où? Voilà, non, je parle pas breton. En Dutch, je peux pas. Non, c'est pas grave. En germain non plus. Vous préférez parler breton normalement? Avec ma femme, oui. Toujours? Autrefois. Et ma femme avait 6 ans avant qu'elle parle français. Vous apprenez le français à l'école ou déjà à la maison? C'était le français pour l'école, le breton pour la maison. Et au fond, il y avait 2 langues. Une langue pour le home, comme disent les Anglais. Ouais. Et l'équivalent de home en breton, c'est Kea. Et Kea, ça peut être home, ça peut être le village et ça peut être la ville. J'ai compris que vous avez dans votre jardin des menhirs. Vous Oui, pouvez les montrer? Oui, on va voir. Vous auriez un dans votre poche. Je suis pas Obélix, moi, je peux pas les porter. Ça, c'est un authentique, sans doute. Quel est authentique? C'est celui-là. On peut y aller? Mais celui-là, j'ai payé 10 000 francs, ancien, je me rappelle. Oui, mais la côte était beaucoup plus loin. Donc vous payez 10 000 francs? Oui, c'est pas énorme, oui. Pour prendre cette pierre? Oui. Pourquoi? Pour l'avoir ici, autrement c'était balancé. Vous l'auriez pas vu. On n'aurait pas été ici même. On n'aurait pas vu le soleil. Oh bon Dieu, ça c'est des racines, on peut dire. C'est un lien avec ceux qui ont été avant nous. Ouais. Mais vous n'avez pas enseigné le breton à Nelly? Elle disait quand elle était petite, pourquoi vous ne parlez pas français comme les autres? Vous n'étiez pas en colère quand elle disait ça? Et Nelly, c'était Racine? Ah oui, maintenant il comprend ça. Maintenant, c'est mieux. Et les garçons, mais souvent, on comprend bien une langue, mais on ne la parle pas. C'est presque une langue de honteux. Schaamte voor je moedertaal. Elke Breton van Jeans leeftijd kan zich de bordjes in de Franse klaslokalen nog herinneren. Niet op de grond spugen en geen Bretons praten. Misschien dat die vernedering er wel toe geleid heeft dat de Bretons nu vol overgave de Keltische cultuur omarmen. Het was in ieder geval de reden voor sommigen om de wapens op te pakken tegen de Franse staat. J'ai passé ma jeunesse ici à courir dans les bois, dans la rosière, là, en dessous de la chapelle. Et puis l'été, à venir apprendre à nager et à me baigner ici, avec tous les copains. Et après, plus grand, je venais dans les estaminets. On a un bar là, mais là-haut, il y avait aussi un bar célèbre. Et on se retrouvait là, entre copains, à discuter, à boire un coup, puis à refaire le monde, jusqu'au jour où je suis allé en prison. C'est une vraie rupture. Ah bah là, c'était une rupture, oui. Parce que quand on quitte Châteauneuf pour se retrouver à la prison de la santé, ça fait un choc. Vous aviez quel âge à ce moment-là? La vingtaine. Vingtaine. Le fait d'être en pension, j'avais complètement été francisé. On m'avait
appris l'histoire de France, l'histoire des rois, comme tout le monde apprend dans l'Hexagone en France. Mais jamais personne n'avait parlé de l'histoire de la Bretagne, ni de la langue bretonne, que mes parents ne parlaient. Mes parents, au quotidien, ne parlaient que le breton. Entre eux, ils ne parlaient que le breton. Mon père savait à peine le français. Il parlait breton tout le temps. Comme beaucoup de gens de ma génération, on a eu un peu honte quand on allait avec nos parents de faire les courses en ville, de voir nos parents s'exprimer en breton et qu'on n'était pas très à l'aise. Ça nous énervait un peu, sans savoir pourquoi. Et ça, c'est la pire des choses, quand même, qu'un gouvernement, enfin, qu'un pouvoir en place arrive à donner honte à des gens de leur propre culture, de leur propre langue. Ça, c'est une force, quand même, une humiliation quand on y pense après. Même aujourd'hui, 45 ans après, ça m'énerve encore. Et c'est quand même malheureux d'avoir castré une partie d'un peuple comme ça en lui donnant honte de sa langue et de sa culture. Vous avez dit, ça m'a mené d'abord à l'âge de 17 ans, 18 ans, un sentiment de révolte. Je me suis engagé de manière assez intense. Vous pouvez raconter votre engagement ? Oui, parce que dans les années 70, en Bretagne, il y avait un mouvement qui s'appelait le FLB, Front de Libération de la Bretagne, qui était une organisation clandestine, secrète, qui militait pour l'indépendance de la Bretagne et qui commettait des actions radicales, comme s'attaquer à des préfectures, à des gendarmeries, à des casernes de garde mobile, de CRS, et des choses comme ça. Donc c'était chaud. C'était chaud. C'était chaud et violent. Ouais. Mais bon, c'était une méthode d'expression radicale qui était censée réveiller la population et puis aussi impressionner Paris. Vous étiez condamné sur un dossier, une activité spécifique, j'imagine. On peut citer un cas sur avoir, par exemple, plastiqué la maison d'un commissaire de police. Voilà. Quelque chose comme ça, mais sans blesser personne, juste faire tomber des murs. Comment ça fonctionnait ? Vous arrivez à un moment avec vos camarades. À midi, à l'heure du déjeuner, puis on évacue tout le monde et puis on... Vous sonnez, et dit, bonjour madame, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. C'est nous. Qu'est-ce que vous écrivez ? Le passage des élèves pour le service frais, pour manger. Tout ça, c'est... Mardi. Mardi. C'est tout ça. Meurs. Entre studier och penetran efter patientejsaträdgården att tredje ut. La retorneuse en matin, mais te d'avea, qu'avec Gonard Formil et te Grégor d'avea, que vous avez et vel lasté. À Péguir et deux d'avea et vel lasté. Petra Vogret, et ben. Ouais. Skubet Igor fait vel pas viger Skubet tout le train de var à l'heure. Dites-moi, vous avez enseigné le breton avec un auteur germanophone. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est intéressant que les élèves qui apprennent le breton dans la vie de tous les jours ici au lycée Diwan aient un accès aux monuments de la littérature du XXe siècle. On entend parfois dire voilà, breton, langue régionale, donc on ne peut pas tout dire en breton. C'est aussi une manière de leur montrer voilà, on peut même traduire des textes de la haute littérature en breton. Dans la métamorphose de Kafka, on peut aussi voir aussi tout ce qui a rapport à comment on accepte l'autre, l'étranger, celui qui est différent, ou comment au contraire on se sépare de lui. C'est une des thématiques du livre et je pense que c'est une thématique qui est très importante dans la vie actuelle. Surtout pour vous, les Bretons. Oui, la question c'est aussi quel rapport on peut avoir voilà, par rapport à une personne ou un être qui est totalement différent de nous. Est-ce qu'on va chercher à s'en séparer ou est-ce qu'on va chercher au contraire à l'accueillir et à le comprendre malgré ses différences ? Et voilà, nous on a aussi cette affaire-là, à qui on est, pourquoi on parle breton, est-ce qu'on est différent et voilà. Mais est-ce que pour les élèves, ils se sentent parfois un insecte ou un autre vis-à-vis des francophones ? Se sentir comme des insectes vis-à-vis des autres francophones. Non, mais donc ouais. une entité autre de notre nature ou de notre forme. Je pense que oui, mais c'est quelque chose qui a été remarqué par les enseignants, en fait, c'est quand on va en voyage scolaire. C'est-à-dire quand on est ici, dans le lycée, tout est, je dirais, normal. Ouais. Personne ne se pose de questions. Et en général, là où ils se rendent compte qu'ils ont
quelque chose en plus ou quelque chose de différent, c'est quand on est à l'extérieur plutôt. Mais est-ce qu'il y a aussi parfois un sentiment de honte? Je pense qu'il n'y a plus ce sentiment de honte. Je pense qu'il a disparu. Ah, ça c'est Job. Le cheval. Et c'est vous qui mène... Ah, c'était un bon cheval. C'est un très bon cheval, sauf pour Dédé. Il partait comme une flèche, là. C'est très dangereux, ça. Job. Très, très dangereux. Je me rappelle, j'avais payé en argent liquide à Toulboen, et le gars, il a mis sa main sur l'argent. Ah, je vais quand même te dire une chose qui me dit, fais attention. Hein. Ah, le cheval, il est dû à Dédé. Au moment que vous l'achetiez? Ouais, quand il a vu l'argent. Et c'était un marchand de charbon. Et, ah oui, il avait du charbon, du boulangerie, de Langres. Et c'était un communiste, je crois. Christian Pella, c'était venu ici pour étudier les sauvages des Gouliens. C'était un spécialiste de l'Indonésie. Vous trouvez ça pas bizarre qu'il vient vous filmer comme une tribu indonésienne? Un peu, oui. On disait ça aussi. Oui. Je prends pour les sauvages, quoi. Vous étiez fier? Oh non, il était simple d'accès. Non plus, non. T'étais pas plus fier. Il savait bien qu'on lui disait pas tout. Il y avait des choses... Qu'est-ce que vous disiez pas? Oh, pas mal de trucs. Ça, c'est non, pas... on ne veut pas qu'ils mettent ça dans le film, peut-être. Parce que c'est trop privé. Oui, trop intime, c'est ça. Ah oui, je comprends. Oui, c'est normal, et puis ça ne regarde pas un Alsacien. Ça aurait été un Breton encore, peut-être. Peut-être, ah oui. C'était un coup de foudre pour vous? Oh non, pas pour elle. Pas pour si, vous? Plus ou moins, quand jeune peut-être, quand j'avais que 18 ans. Moi, j'étais oui, mais gosse, j'avais que 18 ans, j'étais pas pressée de me marier. Moi, je vais attendre. Moi, je n'avais pas de vaches, donc c'était pas bon. En général, celui qui a 10 vaches, il y a 10 vaches là-bas. Oui. Et moi, j'avais 0 vache. Alors... Ah oui, c'est pour les mariages, c'est ça? Ah oui, quand on parle de ça, c'est pas le Moyen-Orient, mais c'est pas loin non plus. Ah oui, il faut pas se faire d'illusions, hein. Non. Ah oui, c'est pas pareil du tout. Ah, le cheval, il va vite, là. Quand vous voyez ça, est-ce que ça vous manque, cette manière de vivre? Ah oui, forcément. Ouais. Mais maintenant, ça devient uniforme, gros tracteur, gros... Ah oui, mais ça, les chevaux, travailler avec un cheval, c'est vivant. Ouais. Les chevaux, on dit souvent, pas besoin de reine. Le tracteur, il faut conduire. Le cheval, c'est un compagnon. Hein. Un cheval, c'est différent. On y parle. Il y a un gars, quand il a eu son tracteur, il disait au tracteur. Le tracteur était dans le pays. D'autres ne mettaient pas le frein à main. Et le maire, un ancien maire à Besec, son tracteur au bord de la mer, il n'a pas mis le frein à main pour le tracteur. On le voit, quand on va à Douarnenez, il y a encore la carcasse, le reste du tracteur. Ah oui. Il aurait été dessus. Oui. Et tout ça, ce qui a disparu et changé? Il faut revenir, après, c'est un point de non-retour, pratiquement. C'est vrai, hein? Ik heb niet zoveel met vlaggen. Veel beleden nationalisme geeft mij toch altijd een nare bijsmaak. Deze Breton heeft vast goede bedoelingen. Maar het verleden heeft te vaak laten zien dat patriotisme ook de verkeerde types aantrekt. Attention, il va pas terre. Oh, vous l'avez? Yes. Je prends un. Est-ce le drapeau régional ou national pour vous? National. Ah oui. Ouais, c'est le national. Ik loop door Brest, de stad die helemaal werd plat gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik heb horen fluisteren dat die droevige periode cruciaal is geweest voor de wederopleving van de Bretonse taal en cultuur. De Duitse bezetters waren blijkbaar wel geporteerd van die Keltische cultuur. Bij toeval stuitte ik op de beëdiging van de nieuwe onderprefect van Bretagne. Bretonse oudstrijders komen de ceremonie luister bijzetten.
Ik grijp die kans om meer te weten te komen. Vous êtes breton? Oui, breton. Oui, d'accord. Je suis même brestois. Brestois, d'ici. Donc, vous avez toujours vécu à Brest? Oui, sauf en temps de guerre. Bonjour madame. Voilà, excusez-moi. Vous êtes bretonne aussi, madame? Oui, je suis brestois. Ouais. Bon, tu m'étais que d'eau, ma venez. On est là, on veut mieux comprendre la Bretagne. Oui. Et votre langue est très importante. Ah oui. Et les curés étaient un peu au début de l'officialisation de la langue bretonne dans le 19e siècle, non? Au 19e, oui, mais à la fin du 19e, non. Hein. Non? Non, parce qu'ils ont suivi les ordres républicains. Oui. Mais la langue bretonne à l'école républicaine, c'était pendant longtemps... C'était interdit, hein, au fin du 19e, c'était déjà interdit. Hein. C'était enlevé quand, l'interdiction? Pendant la guerre. Pendant la guerre? Oui. Ah. Oui, par le maréchal Pétain. Hein, qui a rétabli ça, et puis depuis, ça a continué. Pourquoi lui a rétabli ça? Parce que lui était plutôt partisan des provinces, des anciennes provinces, etc. Il était moins parisien? Plutôt, oui. Puis il y a un tas de facteurs qui sont venus se jouer là-dessus. Oui. Quels facteurs? Très différents. Très différents. Verwarrend vind ik dit. Hier staan overtuigde Bretons het Franse volkslied te zingen onder een Franse vlag, terwijl ze eer betonen aan de nieuwe bestuurder uit Parijs. Aan de medailles op hun borst te zien hebben ze destijds de Franse natie vol verve verdedigd. Tegelijkertijd tonen ze zich blij met de redding van hun taal door Maarschalk Pétain, de leider van dat deel van Frankrijk dat tijdens de oorlog collaboreerde met de Duitsers. Hoe zagen de Bretonse nationalisten de nazi's eigenlijk? Sous l'influence de l'Allemagne, de jeunes gens ont commencé à fabriquer tout ce qui devait faire amener la Bretagne à devenir une nation indépendante. Donc ils ont créé un drapeau qu'on voit partout maintenant, ils ont créé un hymne national qu'on fait chanter maintenant dans tous les stades bretons, et ensuite ils ont développé une nouvelle langue contre la langue du peuple. Ils ont fabriqué une langue celtique avec que des mots gallois, etc., pour remplacer le français. J'ai pas vraiment trouvé ma collection de journaux. Oh, mais vous avez quand même apporté quelque chose. Ouais, j'ai peux voir? Schrijfster Françoise Morvan heeft zich de woede van de Bretonse beweging op de hals gehaald met haar publicaties over de collaboratie met de nazi's in ruil voor erkenning van de Keltische taal en cultuur. Breisinfo. Breisinfo, 3 janvier 2001. 3 janvier 2001. Alors, là par exemple... Erger nog, ze zegt dat huidige kopstukken die periode nog steeds verheerlijken. Ah oui. Pendant la dernière guerre, j'ai milité au sein du Parti national breton. En ce qui me concerne, je tiens à vous faire part que ma seule fierté aujourd'hui est d'avoir appartenu à ceux de 40-45, dont le seul idéal était celui de l'émancipation de notre pays. Donc, voilà. Quant au régime que l'Allemagne avait à cette époque, ce n'était pas à nous d'en juger, et de lui préférer, en tant que chrétiens et bretons, les errements du jacobinisme français, comme de coutume. Ah oui, encore le jacobinisme français qui attaque. C'est un journal de gauche qui propose, comme toujours, la défense de la période heureuse de... Chers compatriotes. Ah, chers compatriotes, oui, bien sûr.
C'est une vérité que tout le monde connaît, mais qu'il ne faut surtout pas rappeler. Pas dire. Il ne faut pas la rappeler. Pourquoi ? Parce que ça poserait des questions sur le mouvement breton actuel, qui se veut majoritairement de gauche. Mais là, mon crime s'aggrave encore, puisque je dis, ça me semble une évidence, que le mouvement breton actuel qui se veut de gauche, en fait, repose sur une idéologie fondamentalement inchangée, qui est celle de la croyance en une Bretagne ethniquement distincte de la France parce que celte. Un jour, j'ai donné une conférence comme ça à Brest. Oui. Et à la fin de la conférence, il y a une jeune fille qui est venue me trouver. C'était sur Le Monde comme si. Et c'était la seule que j'ai pu faire, d'ailleurs. Et à la fin, elle est venue me demander mais je voudrais savoir, est-ce que vous êtes bretonne ? Je lui dis oui. Mais vos parents, est-ce qu'ils étaient bretons ? Je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Mais vos grands-parents ? Je lui dis figurez-vous que je suis de race bretonne totalement pure. On a fait mon arbre généalogique, on a cru qu'on avait un gendarme normand dans nos ancêtres. Eh bien, vous pouvez être rassurés. Mon sang est pur, mais la question que vous me posez, moi, elle m'inquiète. C'est ça. Die avond word ik uitgenodigd op een festnoze, een dansavond met Bretonse muziek. Een uitgestorven traditie die ooit gewichtige dorpsgebeurtenissen markeerde, waar vandaag de dag overal in Bretagne georganiseerd wordt als uitje. Deze feestavond is dus eigenlijk geschiedvervalsing. Maar dat wil toch niet zeggen dat deze dansende en zingende mensen allemaal aanhangers van het Bretonse bloed- en bodendenken zijn? Wat zou de geschiedenisleraar van het Bretons Lyceum daarvan vinden? Je trouve que c'est prendre la partie pour le tout. Beaucoup de familles bretonnes, de gens engagés, à commencer par ma famille d'ailleurs, ont été, beaucoup de familles de lycéens ici, ont été extrêmement affectées par cette histoire, donc qui a subi un peu une chape de plomb et de mutisme pendant longtemps, pendant toute une génération ou deux. Mais maintenant, on commence à en parler. Il y a une catharsis qui se fait. Tous les Bretons autonomistes ou patriotes n'ont pas choisi le camp de l'Europe nouvelle et de la collaboration. Pas du tout. Comme dans tous les mouvements militants, il y a une grande complexité. Et simplement, ça a été largement utilisé après la guerre par la République pour décrédibiliser et pour casser le mouvement breton. C'est une certitude. Door het zwarte verleden wilden de meeste Bretons na de oorlog niet meer geassocieerd worden met de Bretonse taal en cultuur. Het Bretons was op sterven na dood. Tot een nieuwe generatie besefte dat ze het kind met het badwater hadden weggegooid. Deze school is een poging om het tij te keren. En hoewel ik door de schrijfster Françoise Morvan werd gewaarschuwd dat ik in een secte zou belanden, kom ik in de kantine een halfbloed Bretonse tegen. En zien ze jou wel als een echte Bretonse, ook al heb je een Nederlandse moeder? Ja. Toch wel? Ja. Ja, mijn vriendinnen ja. Anders weet ik het niet. Ze zien jou niet als een andere... Nee. Ik ben hier gegroeid, geboren en... Er zijn wel heel veel mensen die echt niet zo... die niet willen begrijpen dat de Bretonse taal echt een taal is die er echt als eerste was. En dat begrijpen heel veel Bretons niet, dus daarom willen ze ook geen Bretons horen of praten. Echt? En heb jij dat meegemaakt, dat mensen geen Breton... Hoe ging dat dan? Kun je dat vertellen? Ja, die zeggen dat gewoon. Oh, heb je gezien? Die praten Bretons, die willen echt niet met ons zijn of niet met ons zijn. En dat is echt niet waar, want wij praten Bretons, maar dat betekent niet dat we niet met andere mensen... ja, ik weet het niet. Ik blijf het wel raar vinden hoor. De Nederlandse die Bretons doet. Ja, ik weet het. Maar ik vond het
Ja, ik vind het goed om ook Bretons te leren. Waarom niet? Dat is ook super praktisch. Ja, maar dit is wel meer dan alleen Bretons te leren, want hier zit je in een bastion van de Bretonse identiteit, hè? Ja, dat is waar. Maar het is geen secte, ook... hè? Nee, helemaal niet. Zou de Bretonse cultuur dan toch onverwoestbaar als graniet zijn? Onaantastbaar voor politieke tendensen of opportunisten? Ik heb de indruk dat de overweldigende natuur hier zijn werk blijft doen. Bij mensen die er oog voor hebben. Et vous voyez, il y a du gui ici pour le coup. Et c'est une chêne? Ça, c'est du gui de pommier. Le gui de chêne, c'est introuvable. Ah. C'est une légende, ça. D'accord. Parce que le gui, ça pousse sur plein d'arbres. Sur les peupliers, sur les pins, sur les pommiers, là on en a. Et aussi sur les chênes, parce que soi-disant les druides récoltaient le gui de chêne. Ouais. Sauf qu'avant d'en trouver, il faut y aller. Hein. Parce que c'est tellement rare. J'en ai vu une fois. Enfin, quand j'étais gamin, mon père m'expliquait ça. Il faut toucher la nature. Il faut. Et moi, je comprenais pas ce qu'il disait. J'ai mis beaucoup de temps. Entre perles ou... Oui, parce que mon père était paysan. Donc, quand il fallait, par exemple, récolter le blé, il prenait quelques grains de blé, il regardait si c'était mûr, il touchait et il me le faisait faire. Il me dit là, on va pouvoir battre le blé, c'est bon. Sauf que moi, je comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai mis vraiment du temps. Et c'est une éducation, c'est une compréhension, c'est une analyse, et c'est aussi une fréquentation. Moi, tous les jours, je passe là, tous les jours, je touche les arbres, je touche... De typische aard van Bretagne maakt het moeilijk om op te gaan in de Franse Republiek. De regio voelt als een geamputeerd ledemaat waarvan de fantoompijn steeds weer blijft opspelen. Ik vraag aan de druïden of de oude Keltische filosofie daar een oplossing voor kent. Maar voor ik het weet, gaat het over mijn eigen terugkerende kiespijn. Dans le druidisme, si on ne met pas l'homme au centre du monde, on doit donc accepter sa fragilité. Son problème de santé apparaît à la suite d'un certain nombre de signes qu'il n'a pas su voir. Pour moi, c'est ça la maladie, en fait. Pourquoi ça arrive tous les 6 mois? Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis bibliothécaire. Voilà. Est-ce que votre métier vous plaît beaucoup? J'adore. Vous n'aimez pas quand ça change? Non, je suis profondément conservateur. Ce refus du changement est soit conscient, soit inconscient. Je ne sais pas, mais en tout cas, il prend une telle place que s'il n'est pas résolu, eh ben, ça ne va pas être tous les 3 mois, les 6 mois, ça va être tous les 3 mois, et ça reviendra systématiquement. En 2013, j'étais attaqué dans la rue. Cet incident était très médiatisé. Et depuis, ma vie est dans une... comment dire ça? Dans une très intéressante basculement qui donne envie et qui fait extrêmement peur. Le fait d'exprimer ce que vous avez exprimé, ça veut dire que vous en êtes dans la conscience. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez déjà résolu une première partie du problème, c'est que tout d'un coup, vous faites le lien entre ce qui vous arrive, qui est la conséquence, qui est votre problème dentaire, et votre problématique d'origine. Déjà, rien que faire le lien, c'est énorme. Et ensuite, est-ce que dans la tradition druide, il y a aussi des soins ou des méthodes de... Alors, oui, bien sûr. Bah, y a la cérémonie pour ça déjà. On peut tout demander aux ancêtres, on peut tout demander à la spiritualité, tout est possible. Il faut juste savoir le demander. Mais par contre, le résultat, il faut l'assumer. Ça, c'est important. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Klicken Sie hier, um das empfohlene Video anzusehen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, um Updates über VPRO Doc zu erhalten.